13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. La lumière revient déjà et le film est terminé. Effectivement, on voulait rendre hommage aussi à Pierre Papadiamandis qui est mort hier à l'âge de 85 ans. C'était le mélodiste d'Eddie Mitchell. Vous entendez la dernière séance. Il y a également Couleur Mentalo, exactement. Le cimetière des éléphants. Souvent, on parle des interprètes et c'est bien normal, mais les mélodistes sont des gens évidemment magnifiques, mais surtout déterminants dans la carrière, en l'occurrence d'Eddie Mitchell, puisque c'est lui qui a fait tous ces titres-là, qui ont bercé souvent nos vies. Et j'imagine qu'Eddie Mitchell aujourd'hui est sombre puisqu'il a perdu une partie de lui-même. Il est 13h19, Bernard-Henri Lévy est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous revenez d'Ukraine, vous étiez à Odessa il y a quelques jours et vous publiez demain un long article dans Paris Match, et puis vous êtes venu il y a quelques jours dialoguer avec les auditeurs et j'avais l'impression que vous aviez aimé cette confrontation avec les uns et les autres. Absolument. Et donc ils vont pouvoir de nouveau vous interroger dans une seconde, mais vous revenez d'Odessa et je vous ai écouté ces dernières heures. Vous pensez que Poutine a perdu la guerre parce que la résistance ukrainienne est tellement forte qu'il ne pourra pas aller au bout de ses desseins? En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Voilà, c'est un reportage que je publie dans Match. C'est pas un article d'opinion. Ça n'est pas une spéculation philosophique. Ce que j'ai vu, c'est un peuple uni, patriotique, debout, qui sait pourquoi il se bat et qui, à ce jour, arrête en effet les chars de Poutine. Voilà. Et là, l'histoire des armées, l'histoire des guerres, comme je le disais en effet dans ce papier notamment, c'est pas une question de nombre, c'est pas une question de machinerie, c'est une question de morale. C'est ça qui l'emporte. Depuis qu'il y a des guerres, ceux qui l'emportent, ce sont ceux qui ont qui savent pourquoi ils se battent, qui savent pourquoi ils résistent, et ceux qui perdent, c'est ceux qui font des guerres injustes. Alors Marcus est avec nous, c'est notre premier auditeur. Bonjour Marcus, vous êtes industriel dans le bois et vous avez fui Odessa il y a quelques jours, quelques heures. Oui, tout à fait. Alors non, c'est pas quelques jours, quelques heures. Moi, j'ai quitté Odessa, on était au mois de novembre, où on sentait quand même une grosse tension qui arrivait sur l'Ukraine, ce qui était prévisible. Et j'ai décidé de me rapprocher de mes beaux-parents, puisque je suis marié avec une femme ukrainienne, et que mes beaux-parents vivent à Zaporizhia, et je suis à Zaporizhia depuis le mois de novembre. Et quelles sont les conditions aujourd'hui ? Alors nous, je dirais qu'on est... on est à quelques kilomètres, une centaine de kilomètres de la centrale de Zaporizhia qui a fait un peu la une il y a quelques temps. On n'a pas trop de bombardements pour le moment et on reste quand même une ville un peu privilégiée, permettant de pouvoir accueillir, quand on y arrive, des réfugiés de Mariupol. Cette résistance dont parle Bernard-Henri Lévy, cette résistance ukrainienne, est-ce que vous partagez son avis ou son sentiment qui est assez positif d'ailleurs, en tout cas optimiste, puisqu'il imagine que l'Ukraine puisse contrecarrer Vladimir Poutine? Je pense, alors déjà, c'est un peuple qui fait derrière son président, et la résilience des Ukrainiens est exceptionnelle. Exceptionnelle. Je vois ce qu'on fait ici avec 3 fois rien, et on est encore ici, on est encore debout. Après, ce qu'il adviendra de l'Ukraine à la fin des débats, on espère tous que l'Ukraine va rester debout et va rester existante. Ça, c'est clair. On fera tout pour ça. Et peut-être une interrogation pour Bernard-Henri Lévy, une question que vous souhaitez lui poser ? Non, j'ai pas de questions particulières. Je l'ai écouté ce matin discuter et je partage 100% son opinion sur l'Ukraine. Écoutez, merci. Vous me faites plaisir et à Zaporizhia, vous êtes en effet dans l'œil du cyclone et je vous souhaite beaucoup de courage parce que il y a peut-être moins de bombardements aujourd'hui, mais il y en a eu, il y en aura peut-être. Et puis il y a ce chantage nucléaire que fait Poutine. Ce chantage sur la centrale de Zaporizhia, dont je rappelle, pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, que comme Tchernobyl, si un obus frappait Zaporizhia, eh bien
toute la région serait plus que condamnée. Serait condamnée, serait dévastée. Voilà. Donc, je vous souhaite du courage, monsieur. Je vous souhaite du courage. Merci beaucoup, monsieur. Merci Marcus. Dimitri est là également. Bonjour Dimitri. Bonjour. Vous étiez à Kiev il y a encore quelques jours. Alors, nous sommes partis de Kiev au début de la guerre, donc pas vraiment il y a quelques jours, mais nous sommes résidents là-bas et on a dû quitter Kiev pour rapatrier nos enfants, mes enfants et mes neveux, et ainsi que les beaux-parents, qui sont des gens plutôt âgés, pour les mettre en sécurité, parce que à Kiev, ça commençait à être dangereux, et puis la belle famille qui habitait à l'extérieur de Kiev, aujourd'hui, là, c'est une zone de combat très féroce, donc on a bien fait de partir. Et nous sommes maintenant installés à l'ouest de l'Ukraine. Je me trouve à Lviv actuellement. Et vous avez pu sortir de Kiev avec votre mère, avec votre sœur et avec toute votre famille? Tout à fait, on a pu sortir. C'était les tout premiers jours de guerre et il y avait beaucoup de fuites, beaucoup de gens qui partaient et il y avait toutes les voies étaient chargées de véhicules, des gens qui partaient, des bus, et le temps de voyage était énorme, mais on a pu le faire et nous sommes aujourd'hui en sécurité relative. Je dis relative parce que aucun endroit en Ukraine n'est absolument épargné en ce moment. Là, à Lviv, où je me trouve, il y a eu des frappes à côté de la ville, dans la région. La ville elle-même, pour l'instant, elle est épargnée, mais on est prêt à ce qu'il y ait eu des attaques à un moment donné. Est-ce que vous savez, là où vous viviez, je ne sais pas si c'était un appartement ou une maison, est-ce que vous savez si votre quartier de Kiev a été épargné ou non? Alors, nous habitions justement dans la partie nord-ouest de Kiev. La liaison manifestement qui vient de s'interrompre avec Dimitri, tous ces Ukrainiens, tous ces habitants de Kiev qui fuient Kiev, quand peuvent-ils imaginer retourner dans la capitale ukrainienne? Quand la guerre sera finie, c'est-à-dire quand la Russie aura été vaincue. Ils reviendront chez eux quand la Russie sera vaincue. Voilà. Parce que c'est ça qu'il faut souhaiter. C'est ça que les femmes et les hommes libres d'Occident, d'Europe, doivent souhaiter. Pas un compromis, pas des concessions territoriales, pas que Poutine se paye sur la bête, mais qu'il soit défait, comme d'autres dictateurs ont été défaits avant lui. Ce jour-là, la famille de monsieur reviendra chez elle, et d'ailleurs, encore faudra-t-il que sa maison n'ait pas été détruite. Si elle a été détruite, il faut qu'elle soit reconstruite. Et il faudra qu'elle le soit, comme on l'a vu après la guerre de 14, comme on l'a vu après la Seconde Guerre mondiale. Ceux qui ont détruit devront payer. La Russie devra payer, le moment venu, des réparations à la famille du monsieur qui vient d'intervenir si sa maison a été ou son quartier ont été détruits. On marque une pause et on évoquera ce que dit Zelensky, qui paraissait hier prêt justement à une sorte de compromis quand même lorsqu'il a parlé du Donbass et de la Crimée. Qui décide, bien sûr. Oui. Et qui n'est pas exactement ce que vous dites, ce que vous espérez sans doute, c'est la Russie vaincue, et il est possible que la Russie ne soit pas vaincue mais qu'un compromis... Eh bien ce serait une épée de Damoclès sur votre tête, Pascal Praud, sur ma tête à moi, Bernard-Henri Lévy, et sur la tête de tous ceux qui nous écoutent. Et quand j'arrive à RTL et que je vois cette magnifique banderole avec les Ukrainiens, vous êtes probablement la seule radio, je pense, qui a ce geste d'audace. Avec les Ukrainiens, ça veut dire souhaiter que les Ukrainiens l'emportent. Voilà. C'est tout le groupe M6 d'ailleurs, parce que vous voyez peut-être les antennes J'ai été bouleversé M6. de voir cette banderole. Vraiment, j'ai été bouleversé, ça m'a fait chaud au cœur. Je l'ai d'ailleurs, j'ai fait une photo et je vais l'envoyer à tous mes camarades ukrainiens que j'ai laissés il y a quelques heures, quelques jours à Odessa. C'est une décision dès le 2e jour de la guerre de Nicolas de Taverneau, qui avait proposé de mettre le drapeau ukrainien sur toutes les antennes du groupe M6, M6, W9, Paris Première, et donc à l'entrée d'RTL. On marque une pause, à tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Pascal Praud sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Bernard-Henri Lévy est avec nous. Vous êtes resté combien de temps à Odessa ? Petite semaine. Mais il y a une question d'ailleurs toute simple. Comment ça se passe ? Vous avez des gardes du corps avec vous ? Vous êtes protégé ?
Comment vous faites pour arriver sur place dans une situation de guerre ? D'abord, je suis envoyé et soutenu par un grand journal qui est Paris Match et qui m'a permis à tous égards de faire ce reportage. Mais vous avez une protection ? À peine, non. À peine. Légère, mettons. Voilà. Légère. Mais je suis infiniment moins... Non, bien sûr que non. Je suis 1000 fois moins menacé que tous les Ukrainiens. C'est rien. Ce que je risque, moi, à côté de ce que risquent tous les jours les habitants d'Odessa, c'est rien. Et j'aurais mauvaise grâce à me plaindre. Et comment je fais ? On passe par la Roumanie, on traverse la Moldavie. Donc vous allez en Roumanie en avion ? On va en Roumanie en avion, après on prend une voiture, on traverse la frontière de la Roumanie à la Moldavie, on traverse la Moldavie, on passe la frontière de la Moldavie vers l'Ukraine, on croise des kilomètres de flots de réfugiés qui sont des gens qui ont tout laissé, qui ont tout perdu, qui chacun est un crève-cœur, et vous passez, on a le temps de s'en apercevoir parce qu'on passe des heures, et au retour un peu plus que des heures, en effet, bloqués à parler avec les gens. Et avoir des familles qui sont dans un état de dénuement, qui étaient journalistes, qui étaient professeurs, qui étaient médecins, et qui sont dans un état de dénuement total, et qui sont partis avec un baluchon en 30 secondes, comme après un tremblement de terre. Sauf que là, c'est pas un tremblement de terre, c'est, comme dit Match, sa couverture d'aujourd'hui, une guerre totale. C'est un mot très fort, hein, une guerre totale. Il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire de l'humanité, des guerres qui méritent d'être dites totales. C'est pas très fréquent. Il y a la guerre de Troie, il y a les guerres la dernière guerre contre Carthage, les guerres mondiales, mais enfin, c'est pas fréquent. Donc voilà, donc vous traversez tout ça. Et quand vous dites « on », vous êtes combien ? Je suis avec un photographe de Match, qui travaille pour Match, qui s'appelle Marc Roussel, qui est un vieux camarade, qui est un très bon photographe de guerre, avec qui on fait équipe depuis 20 ans. Quand je fais des reportages de ce genre, et avec un vieux compagnon à moi qui s'appelle Gilles Herzog, et qui est là, donc on est trois. Pardonnez-moi de vous poser ces questions les plus simples, mais c'est vrai que les auditeurs, j'imagine, se les posent de la même manière et se disent comment vous arrivez jusqu'à Odessa. Michel est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour, c'est Michele. Michele. Voilà. Vous allez bien ? Écoutez, je vais bien. Vous écoutez Bernard-Henri Lévy, vous habitez la Normandie. Vous avez peut-être une question à lui poser ou une observation à faire ? Oui, c'est un mix des deux. Voilà, moi j'ai vu son déplacement à Odessa. Déjà, je voudrais dire que je respecte et je comprends la symbolique, l'importance des symboliques dans ces périodes si compliquées, mais je me suis fait une réflexion. Ils ont plus grand-chose dans ces villes-là. Ils ont 2-3 murs qui tiennent. Qu'est-ce qu'il a été tagué, un mur ? Il leur reste un. Je veux dire, quelle est l'importance d'aller foutre un tag au milieu d'une ville ? C'est pas ça qu'ils ont besoin en ce moment. Je comprends qu'il est philosophe, il va pas aller avec un fusil, c'est pas son boulot. Mais est-ce que c'est pas un peu foutage de gueule d'aller avec Paris Match ? Alors vous faites allusion effectivement à la devise de la République française que Bernard-Henri Lévy a écrite sur un mur, je crois, à Odessa. Et effectivement, comme toujours, dès que Bernard-Henri Lévy fait quelque chose, on lui reproche parfois une mise en scène ou de faire des choses symboliques qui ne servent à rien. C'est un peu ça votre question, Michele. Effectivement, je comprends l'importance de la symbolique, mais je veux dire, quand on a l'image de Bernard-Henri Lévy, je pense qu'il a assez d'intelligence que pour avoir du recul sur lui-même. Est-ce que ça, c'est pas aller foutre quelque chose qu'il faut pas au moment où il faut pas ? Est-ce qu'il n'est pas plus utile ailleurs, dans une période de présidentielle, à aller en parler différemment, plutôt d'aller mettre une symbolique qui va... En fait, on connaît le concept du buzz. On sait qu'on va parler de cette symbolique et qu'on va pas parler de cette semaine qu'il a passée à Odessa. Alors que depuis 1 heure, il nous parle de choses qui sont très intéressantes, mais on ne retient que ce tag. Est-ce que c'est pas un peu... c'est Paris Match, quoi. Est-ce qu'on n'est pas sur ce tag ? C'est Paris Match, c'est-à-dire un grand magazine qui a une grande tradition de grands reportages. Et je suis très fier depuis quelques années de donner des grands reportages à Paris Match. Donc là, je crois que vous devriez regarder. Et en l'occurrence... Très bien. Mais vous éludez un peu la question qui est... Non, j'y viens. La question que vous posez, alors lisez mon reportage demain, je raconte cette scène exactement comme elle s'est passée. C'est-à-dire que je suis avec un groupe de femmes ukrainiennes, de résistantes ukrainiennes, qui fabriquent des fils avec des lambeaux de vêtements déchirés, qui fabriquent des filets de camouflage pour les tanks ukrainiens.
Je leur parle de Zelensky, je leur dis l'honneur et la chance que c'est pour elles d'avoir à leur tête ce magnifique président. Elles m'interrogent, elles, sur l'histoire de France, sur le général de Gaulle, sur la Révolution française. Je leur dis qu'en effet, on est la patrie des droits de l'homme et qu'on est la patrie d'une devise liberté, égalité, fraternité. Et nous décidons ensemble, ce groupe de femmes, et moi je raconte la scène dans le détail, il sera en kiosque demain, le journal. Nous décidons ensemble ce geste symbolique qui en tout cas leur a fait chaud au cœur à elles et à toutes les femmes et à tous les garçons qui nous accompagnaient, d'aller sur une barricade, écrire aux couleurs de l'Ukraine, aux couleurs du drapeau ukrainien, bleu et jaune, la devise de la République française. Alors, je vous accorde que c'est pas grand-chose, pour vous. Non, c'est pas bizarrement... Attendez. Mais pour les Ukrainiens qui étaient là, ce pas grand-chose a fait chaud au cœur. Bernard-Henri Lévy, Michele vous répond, parce que ce qui est intéressant, effectivement, c'est un dialogue, d'ailleurs, que vous n'avez sans doute pas traditionnellement avec les journalistes. Michele. En fait, bizarrement, ce n'est pas le point de vue des Ukrainiens, parce que je trouve ça intéressant, votre démarche, et je trouve votre travail vraiment intéressant. Ça veut dire que vous êtes c'est la philosophie, c'est très intéressant, et c'est ce que l'histoire va retenir, c'est ce que les philosophes font au présent. Ma question, c'est, quand on sait dans quel monde on vit, est-ce qu'elle est taguée à un mur, c'est pas cacher tout le reste qui s'est passé pendant une semaine. C'est-à-dire qu'on sait que ça va faire le buzz. Aujourd'hui, on fonctionne en buzz. Les gens, sur un article de Paris Match, ils retiennent une image, une phrase. Et c'est ça qui va couvrir tout l'événement. Malheureusement... Là-dessus, Michele, je suis pas d'accord. D'ailleurs, on ne retient pas que ça. Vous verrez, Michele. J'espère qu'à partir de demain... C'est un peu ce que la presse a retenu, et c'est un peu... La presse, non, c'est les réseaux sociaux, surtout, qui ont fait, qui se sont amusés de cela. Et tout ça est né du fait que j'étais sur une chaîne de télévision... Et la journaliste m'interroge, Michele, et elle me dit... Oui, mais je respecte par contre votre geste, hein, mais je me questionne, au fait. J'ai bien entendu. Mais l'histoire est née comme ça. Je suis sur une chaîne de télévision et la journaliste me dit, mais est-ce que vous étiez là seulement pour Paris Match, ou est-ce que vous aviez une mission politique ? Oui. Je lui réponds, aucune mission politique. Elle me dit, mais vous n'aviez pas parlé à Emmanuel Macron ? Je lui dis, mais non, absolument rien. Et je lui dis, le seul geste politique que j'ai accompli, et ça c'est vrai, c'est en effet d'être allé avec un groupe de femmes ukrainiens, d'écrire la devise de notre République, à vous et moi, aux couleurs du drapeau ukrainien. Voilà. Ça n'a ni plus ni moins pas. Alors après, que les réseaux sociaux s'en emparent et qu'ils préfèrent parler de ça plutôt que des bombardements sur Mariupol, plutôt que des colonnes de réfugiés dont je parlais tout à l'heure, c'est leur problème. Et c'est triste. Et je crois que l'opinion, tout de même, n'en est pas là. Voilà, il y a un effet de loupe et de grossissement des réseaux. Merci. Je tiens à vous remercier d'avoir répondu aussi sincèrement. Et je peux me permettre, on devrait tous discuter avec vous, parce que je trouve que vous paraissez moins opportuniste quand on parle en direct avec vous. Je suis vraiment pas opportuniste. J'ai des vrais défauts, mais pas celui-là. Non, mais je vous remercie sincèrement. Mais c'est vraiment très intéressant. Je vous assure, moi j'adore ces échanges. En fait, c'est le suc de cette émission, Michele, parce que c'est intéressant d'ailleurs ce qu'il dit Michele. Vous devriez aller davantage, vous devriez plus parler parfois aux Français que à ceux que vous croisez sur d'autres territoires. C'est aussi ce que dit Michele. Peut-être qu'à Paris, vous êtes, ou en France, vous n'êtes que dans un même circuit de relations. Et peut-être qu'au fond, des Michele ou d'autres personnes, vous parlez moins avec eux que vous pourriez peut-être le faire. Alors, on marque une pause, à tout de suite. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Julien. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. 13h41, Bernard-Henri Lévy est avec nous et je voulais lui soumettre ce qu'a dit ce matin le PDG de Total, qui a dit effectivement nous n'achèterons plus de pétrole à la Russie, mais le gaz, on ne peut pas se désengager. Écoutez le PDG de Total. Je suis un patron en colère quand M. Jadot accuse les 100 000 salariés de Total de complicité de crimes de guerre. C'est gravissime, c'est une insulte. Est-ce que vous pensez que nous ne sommes pas des êtres humains et que nous ne réfléchissons pas tous les jours ? J'ai la photo de 2 personnes. Ces 2 soldats ukrainiens, ce sont 2 employés de Total Énergie. Ce sont les 2 héros de mon entreprise aujourd'hui. Et on nous accuse de crimes, mais c'est pas acceptable. On est des gens responsables. On prend le temps de réfléchir. On me dit retirez-vous de Russie. Je lâche tout, j'arrête d'amener le gaz russe aux Européens qui en ont besoin, alors que les gouvernements européens nous disent de continuer puisqu'ils ne veulent pas le sanctionner. Et pourquoi ils ne veulent pas le sanctionner ? Parce que sans gaz russe,
on arrête une partie de l'économie européenne. Total Energy, je sais remplacer ce pétrole et ce diesel. Le gaz, je ne sais pas le faire. C'est intéressant parce que là, on est au cœur d'un sujet moral, politique, économique. Il y avait beaucoup d'émotions chez lui ce matin. C'est un homme de bonne volonté, Monsieur Pouyanné. Et vous êtes sur une position peut-être différente, plus radicale, où vous estimez que Total doit tout couper les liens avec la Russie. D'abord, en effet, je n'avais pas entendu ce matin. Je suis sensible en effet à l'émotion. On sent que cet homme est déchiré. On sent qu'il est aussi conscient que ceux qui l'invitent à fermer de la gravité des enjeux. Après, je pense qu'il a tort. Moi, je ne suis pas un expert, mais enfin, j'ai écouté beaucoup d'autres experts que lui. Ce que j'ai compris, c'est que les pays européens avaient des réserves, en tout cas pour tenir jusqu'à l'automne prochain, des réserves de gaz, et que d'ici là, il y a d'autres producteurs de gaz dans le monde, le Japon, l'Australie, les États-Unis. Je ne suis pas un expert non plus sur ce terrain. Voilà. Il a évoqué 23 milliards d'investissements de Total. 23 milliards. C'est-à-dire que si on se retire, si Total se retire de la Russie, ces 23 milliards, c'est oublié. C'est fini. La Russie récupère tout. C'est oublié tant que la... Non, attendez. Je rassure M. Pouyanné, il connaît comme moi, et peut-être mieux que moi, l'histoire des relations internationales. Quand il y a un dictateur à la tête du pays, oui, il fait main basse. Le jour où la Russie, comme je l'espère, revient dans le chemin qu'on avait cru qu'elle empruntait après le soviétisme, le jour où il y a un homme normal à la tête de Moscou, on rend à Total ce qui lui appartient. Mais le droit international... Le droit on ne sait pas. Vous savez, en 88, un an avant la chute du mur de Berlin, on disait c'est pas demain. Pareil. On pensait que les dissidents étaient une petite poignée de femmes et d'hommes de bonne volonté, mais que c'était des héros. Qui vous dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas en Russie une protestation qui gronde à l'intérieur de la société? Et qui vous dit que Vladimir Poutine, que ça soit dans son armée ou que ce soit pas dans sa société civile, soit en train de rencontrer la figure du destin. Alors, pour conclure sur ce chapitre, écoutez ce que disait Christophe Bourou, qui est notre spécialiste à la fois énergie à RTL et qui expliquait la position du président de Total. Total est complètement lié au gaz russe. Total est engagé sur des contrats très longs avec les Russes sur du long terme. Contrats qui courent sur des années, 25 ans. Donc si Total Energy décide seul, du jour au lendemain, de rompre ses contrats, cela va lui coûter des milliards d'euros. En fait, ce qu'attend aujourd'hui Patrick Pouyanné, le PDG de Total, c'est une décision européenne, un embargo sur le gaz ou le pétrole qui lui permettrait de rompre ses contrats. Parce qu'aujourd'hui, il y a une loi en Russie qui dit que lorsque un groupe abandonne sa participation dans un groupe, la Russie peut tout simplement reprendre la main sans avoir à verser le moindre centime. Donc Total aura fait des investissements, 23 milliards d'euros, ce qui est énorme, et donc du jour au lendemain, perdrait tout. On va marquer une pause, c'est un cas d'école, mais Bernard-Henri Lévy a donné son sentiment, cas d'école entre morale et politique. Quand François Hollande a décidé de ne pas livrer les Mistral à la Russie, rappelez-vous, on disait pareil. On disait la France va se déshonorer, elle va perdre des milliards, etc. La France avait raison. La France s'est honorée et la France n'a rien perdu puisqu'elle a vendu les Mistral à d'autres, comme vous le savez. C'est pas tout à fait comparable dans ce sens que là, il y a un engagement sur des années alors que les Mistral, on pouvait les vendre à d'autres. Le successeur de M. Poutine aura à cœur de venir... Quand c'est toute la question. C'est le pari que je prends. Moi, je pense que cette Russie-là, que l'on voit, cette Russie dont les lois ne valent plus rien, cette Russie qui s'est mise au banc des nations, ses jours sont comptés. Je le crois profondément. 13h46, la pause, et nous discutons avec Bernard-Henri Lévy. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Praud. Bonjour. 13h, 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Praud. Bernard-Henri Lévy était à Odessa. Vous êtes resté combien de temps? Combien de jours? Je vous l'ai dit, quelques jours, une petite semaine. Et c'est donc publié demain dans Paris Match. Paris Match, c'est le jeudi. Vous pourrez lire et voir également parce qu'il y a beaucoup de photographies. Et puis vous pouvez interroger Bernard-Henri Lévy qui était en position de journaliste lorsqu'il était à Odessa. Arnould est avec nous, bonjour. Oui, bonjour Pascal et bonjour Bernard-Henri. Bonjour Arnaud.
Vous avez eu l'opportunité de discuter avec les peuples ukrainiens. J'aimerais savoir le sentiment du peuple ukrainien concernant l'impossibilité de l'Occident, de l'Europe d'intervenir militairement, d'empêcher les avions russes de survoler le ciel ukrainien, d'avoir l'impossibilité de les intégrer dans l'OTAN, voire même de l'Europe, sauf risquer une troisième guerre mondiale. Merci Arnaud. Ben, oui, c'est une vraie question parce que les Ukrainiens donnent à ces questions une réponse plus nuancée qu'on ne croit. Entrer en Europe, ils savent que c'est long. Ils le savent, que c'est un processus, ils ne sont pas idiots. Et voilà. Entrer dans l'OTAN, ils savent aussi que ça ne se décide pas sur un claquement de doigts. Ils sont assez sophistiqués, assez cultivés, assez au fait de la loi internationale pour le savoir. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est, comme l'a dit Zelensky, qu'on ne ferme pas le ciel. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas le moyen d'empêcher les avions de les bombarder. Et ce qu'ils disent, c'est qu'il y a deux moyens pour empêcher les avions russes de bombarder les maternités et les hôpitaux. Premier moyen, c'est de leur donner des avions. Deuxième moyen, c'est en effet de déclarer une no-fly zone. Alors, on leur dit, mais alors l'Occident a peur de la Troisième Guerre mondiale, et c'est là où leur réponse, où leur sentiment est intéressant. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais le sentiment unanime des Ukrainiens, c'est de dire « nous connaissons Poutine, nous connaissons les Russes, nous connaissons cette Russie-là, ils vous terrorisent ». C'est un coup de bluff gigantesque. Jamais cet homme ne déclenchera une frappe atomique sur un pays de l'OTAN. Voilà. Et si vous fermez le ciel, il s'écrasera. Voilà ce que me répondent les Ukrainiens. J'ai plutôt tendance à leur donner raison. Je pense qu'un jeu... Mais c'est un jeu dangereux. C'est de toute façon... C'est un jeu très dangereux. C'est un jeu dangereux. Deux, rien n'est plus dangereux, comme l'a fait Poutine, que de parler de tout ça. La loi depuis 75 ans, c'est que le nucléaire, on y pensait parfois, mais on n'en parlait jamais. Et cette façon qu'a Poutine de dire tantôt je vais faire, tantôt je ne vais pas faire, tantôt je ne ferai que si, comme il a dit hier, si les intérêts existentiels de la Russie sont en jeu, cette façon-là, c'est des méthodes de pyromanes, c'est des méthodes de terroristes. Enfin, les terroristes fonctionnent ainsi. Donc, c'est lui qui joue le jeu dangereux. C'est pas nous. Les Occidentaux et les Européens font preuve au contraire d'un très grand sang-froid, et les Ukrainiens peut-être plus encore. Sous les bombes, matraqués, bombardés comme c'est pas permis, ils ont encore ce sang-froid, cette allure et cette sagesse qu'on lit qu'on entend dans tous les discours de Zelensky. Merci Arnould. Je voulais qu'on ait un dernier auditeur, c'est Benjamin, et une dernière question avant 14h et que Bernard-Henri Lévy nous quitte. Vous habitez Toulon, vous avez 70 ans, vous êtes en retraite. Bonjour Benjamin. Oui, bonjour Pascal, bonjour Bernard. Bonjour Benjamin. Une question, une observation peut-être. Oui, alors je voulais l'avis de vous deux. Qui est le suivant. J'ai le sentiment que Poutine est en train d'engager une partie d'échecs qu'il a préparée depuis très longtemps. Et aujourd'hui, il menace la centrale nucléaire de Zaporijia. Et comme aux échecs, on peut très bien perdre la partie, mais en ayant gagné du matériel. En l'occurrence, les provinces qui y souhaitent dans un premier temps. Voilà. Donc la question, c'est est-ce que vous avez le sentiment que Poutine ira jusqu'au bout ? Jusqu'au bout pour obtenir ce qu'il veut. Dans un premier temps, les deux provinces qu'il réclame. Donc là, c'est la Crimée. Mais c'est une vraie question. Est-ce que Poutine, parce que chacun s'interroge sur le cerveau de Vladimir Poutine, paranoïaque, mégalomane, dictateur, etc., etc. Mais jusqu'où ira-t-il ? Jusqu'où est-il prêt à aller ? Est-il fou également ? Qui est une question. D'abord, joueur d'échecs, a dit Benjamin. Joueur d'échecs, il y a quelqu'un que je connais un peu, que je vois assez souvent quand je vais aux États-Unis, c'est Garry Kasparov. Ça l'énerve quand on dit que Poutine est un bon joueur d'échecs. Pour Kasparov, je vous dis juste, je vous livre la chose. Pour lui,
Poutine est un petit joueur. C'est même pas un joueur de dames, sûrement pas un joueur d'échecs. C'est un joueur court-termiste, etc. Deuxièmement, est-ce qu'il avait un plan quand il s'est engagé dans cette affaire ? Ce que tous les gens qui connaissent un peu ces affaires se semblent dire, c'est qu'il avait un plan sur des bases erronées. Comme tous les dictateurs, il s'est fait bourrer le mou par les courtisans, par les services secrets qui lui disaient ce qu'il voulait entendre. À savoir, chef, on va en faire de la chair à pâté de ces Ukrainiens, c'est des sous-hommes, ça va durer 3 jours. Donc il avait un plan pour 3 jours, pour 8 jours, pour 10 jours, j'en sais rien. Mais certainement pas pour la situation actuelle, c'est-à-dire avec un Zelensky à la tête de l'Ukraine et un peuple ukrainien héroïque. Troisièmement, si vraiment son but de guerre n'était que, comme vous le dites, Benjamin, les provinces de l'Est, les provinces du Donbass, si vraiment ça n'était que ça, l'affaire était réglée il y a 20 jours ou il y a 24 jours. Quand il a reconnu leur autonomie, et lorsqu'il a lancé sa soi-disant opération de police dans le Donbass, si vraiment son but de guerre était là, il aurait dû s'arrêter là. Non, son but, c'était aussi de détruire Mariupol, de raser Irpin, de bombarder des quartiers entiers de Kiev. Bref, son but, il était de casser les Ukrainiens, de les mettre à genoux. Ça arrive de temps en temps dans l'histoire du monde. Ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle l'impérialisme, ça s'appelle l'esprit de vengeance, et ça s'appelle, comme le dit encore une fois la couve de match demain, la guerre totale. C'est pas un truc de joueur d'échecs, la guerre totale. Hein, celui qui invente ça, c'est un général allemand. Le concept de guerre totale, elle existe depuis l'Antiquité. En 1914, ça veut dire qu'on échappe à toutes les lois. On sort de Clausewitz, on sort du jeu d'échecs. Et on entre dans une logique de barbarie meurtrière où on punit un peuple. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout ? Est-ce que vous avez ce sentiment ? Moi, mon sentiment, c'est qu'il ira jusqu'au point où les Ukrainiens, d'une part, et leurs alliés européens, d'autre part, lui diront d'arrêter. Oui. Il s'arrêtera là où nous l'arrêterons. Et oui, mais... Eh ben oui, c'est la raison pour laquelle je pense que RTL a raison de mettre sur la façade de son bâtiment avec les Ukrainiens. Mais nous devons est-ce que les Européens ont envie de l'arrêter alors ont envie sans doute. Est-ce qu'ils ont les moyens ? Est-ce qu'ils se donnent les moyens de l'arrêter ? Il y a une troisième question. Il y a l'envie, il y a le moyen et il y a l'intérêt. Est-ce que les Européens ont intérêt à arrêter Poutine ? Ma réponse est oui. Mais parce que si on n'arrête pas Poutine mais on pourrait l'arrêter. Vous le savez comment on pourrait l'arrêter ? C'est très simple d'ailleurs de l'arrêter. On entre en guerre contre la Russie. Non. On arrête de lui acheter du gaz. Mais non, mais c'est alors que ça ne passe, que la décision n'appartienne pas. Je suis pas sûr que ce soit ça qui l'arrête. Mais bien entendu, puisque en tout cas pas à court terme. Mais en revanche, on pourrait l'arrêter en entrant en guerre. Mais à très court terme. Mais ça serait la Troisième Guerre mondiale. À relativement court terme, si en effet, et j'ai bien compris le raisonnement du président de Total tout à l'heure. Mais alors que l'État prenne ses responsabilités, que l'Union européenne se concerte et que nous décidions tous ensemble que chaque dollar et chaque euro qui va dans les caisses de Poutine sert à envoyer des tanks à Mariupol. C'est entendu, mais Barbara Pompili d'ailleurs a expliqué qu'il fallait accepter de vivre à 12 degrés pour sauver l'Ukraine. Non, à 12 degrés certainement ou pas. 13 ou 15, en tout cas qu'on fasse tous des sacrifices. Mais c'est ce qu'a dit également Marine Le Pen en disant Marine Le Pen, on ne va pas se faire harakiri pour les Ukrainiens. Si vraiment baisser les températures d'1 degré, non mais c'était d'une manière générale sur les restrictions. Recevoir nos anciens le week-end pendant 48 heures pour fermer des appartements. Si ça c'est faire harakiri, je crois que Marine Elle parlait Le Pen... globalement des restrictions qui concerneraient les Français. On ne va pas se faire harakiri. Ce sont des restrictions mineures par rapport, 1, aux martyrs du peuple ukrainien et 2, à ce que nous risquons tous, les Européens, si nous n'arrêtons pas Poutine maintenant. Alors, d'habitude, Jean-Alphonse Richard, qui est là, que vous connaissez, et qui, sage, qui est un garçon sage, c'est l'heure du crime. Mais ce qu'on appelle le tease, on le fait avant 14h. Exceptionnellement, on va le faire après 14h. Parce que Bernard-Henri Lévy est au moins plus présent que moi au micro. Donc on a un poil débordé, mais c'était pour la bonne cause. Et vraiment, je vous remercie beaucoup. D'abord, je vous remercie des explications. Et puis, je vous remercie ce dialogue. Moi, je remercie Benjamin, avec les auditeurs et les autres. Oui, c'était vraiment intéressant. Merci. Le flash dans une seconde et on continue l'émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h30. Et pardon pour ces secondes de retard. Et pardon moi aussi. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Cheminée.